Bourdelle et l'antique. Une passion moderne invite à une relecture de la sculpture de Bourdelle, mais aussi de la production artistique des premières décennies du XXe siècle, à l'aune de l'archaïsme vecteur de modernité. Chez bien des artistes novateurs, les avancées procèdent de la résurgence d'un passé enfoui, en l'occurrence celui de la Grèce la plus antique, de l'énergie primordiale du mythe, des figures fabuleuses des temps archéologiques, des formes synthétiques de l'art grec archaïque. Antoine Bourdelle tire ses chefs-d'œuvre dans les années 1900-1914. L'exposition réunit 8 chefs-d'œuvre du sculpteur qui scandent la naissance et le développement de cet archaïsme moderne. Pallas, Apollon au combat, Héraclès archer, tête de Cléopâtre, le fruit, Pénélope attendant Ulysse, centaure mourant. Alors, Antoine Bourdelle est né dans les années 1860 et il est mort en 1929. Donc c'est à la charnière de la fin du 19e et du 20e siècle. Antoine Bourdelle a été un des praticiens donc, de Rodin. Il a travaillé pour Rodin, il a taillé le marbre pour Rodin. Mais il est surtout, je dirais, un des pères de l'art moderne. Il est un des pères de l'art moderne parce que ce retour à l'antique, qui est le sujet de l'exposition, c'est ce qui va lui permettre de retrouver des formes qui n'ont plus rien à voir avec les formes académiques, avec les formes que l'on apprenait dans les écoles d'art. Et au fond, la grande question de cette exposition, c'est comment est-ce que vous passez de quelque chose que vous avez appris à quelque chose que vous allez créer, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et les dieux que Bourdelle a retrouvés et dont il a sculpté les effigies, je pense à l'Héraclès archer que nous avons derrière nous, je pense à la Pénélope que nous allons voir tout à l'heure, ou à la tête d'Apollon. Ce sont vraiment les dieux grecs dont il retrouve, je dirais, la vitalité première, la force première. Et en retrouvant la force du mythe, il retrouve aussi la force des formes, la vitalité des formes. On pourrait dire que peut-être, au fond, Bourdelle retrouve la pulsion, c'est-à-dire les forces premières qui agissent dans l'humanité, et les formes sont là, la sculpture est là, pour dire ces forces humaines au travail, pour dire l'équilibre des forces, pour dire la violence aussi, pour dire la tension, pour dire la lutte. Je crois que le sujet de l'exposition, c'est ça, c'est retrouver dans le plus antique de l'antique ce qui serait la pulsion. Et ce qui est très passionnant, c'est de se dire qu'au moment où Bourdelle travaille ces formes, Freud va inventer la psychanalyse, va redécouvrir les lois profondes du psychisme. Et quels sont les contemporains de Bourdelle? Qu'est-ce qu'il a dans l'œil? Eh bien, il a bien sûr la peinture de Puvis-de-Chavannes, il a la peinture de Cézanne dans l'œil. Et puis, les contemporains de Bourdelle, un sculpteur comme Mayol, va être un compagnon d'atelier de Bourdelle, et Mayol va travailler un peu sur le même sujet. Et puis, des gens comme Modigliani, comme Zadkine, cherchent aussi cette vitalité première des formes qu'il faut vraiment retrouver. Et le Picasso des années 1920 va lui aussi retrouver l'antique, c'est-à-dire la force première des formes dans ce qu'elles expriment d'à la fois puissant, vital, féroce aussi. Ce retour à la Grèce, ce retour à l'antique, je crois que c'est vraiment le désir de retrouver des formes premières, de se libérer, on disait tout à l'heure, de l'académisme, c'est-à-dire de formes mortes, de formes finalement qui sont la répétition d'un modèle et d'un modèle canonique qui fige les choses. Donc pour tous les artistes, je dirais, dans l'ensemble de l'Europe, ce retour
à l'archaïsme, mais étymologiquement, archaïsme, ça veut dire le début, le commencement. Donc c'est comme s'il s'agissait de retrouver le commencement de l'art, le commencement des formes, les formes dans ce qu'elles ont vraiment presque d'un peu, je dirais, on pourrait dire presque animal. Il y a une simplicité et une synthèse des formes. Et c'est peut-être dans ce retour à l'antique et à la synthèse que la force expressive de l'art pourrait vraiment se parler. Et il est certain que ce retour à l'archaïsme, Bourdelle n'est pas du tout le seul à l'avoir. Il n'est pas seul dans son époque. C'est-à-dire que ce qu'il a sous les yeux, les modèles qu'il a sous les yeux, tous les autres artistes vont aussi chercher dans la même direction. Alors, ils ne disent pas la même chose, mais c'est un courant général. Et c'est vrai que si vous pensez à la peinture de Cézanne, par exemple, les baigneuses de Cézanne, dans ce qu'elles ont de rudimentaire, elles sont très proches de la sculpture de Bourdelle. Si vous pensez aux géantes de Picasso, elles sont très proches de la Pénélope de Bourdelle. Donc il y a et puis il y a toute la thématique du centaure, du faune. Et le centaure et le faune, si vous songez à la musique de Debussy, le prélude à l'après-midi d'un faune et à la chorégraphie de Nijinsky, là aussi, c'est la révolution de la danse moderne. Donc au moment où Bourdelle entame cette révolution de la sculpture, elle existe aussi dans le monde de la chorégraphie, elle existe aussi chez les peintres, parce que la révolution du fauvisme, la libération de la couleur, la vitalité de la couleur, c'est contemporain du travail de Bourdelle. Donc vous voyez qu'il y a tout un ensemble qui est au fond ce qu'on va appeler l'art moderne. Et l'art moderne est né de ce retour à des formes plastiques apparemment plus frustes, plus directes, plus immédiates, même si cette immédiateté, en fait, c'est aussi une reconstruction. Mais ça n'a rien à voir avec les formes idéales des dieux grecs tels qu'on les a vus depuis la fin du XVIIIe jusqu'à la fin du XIXe. Alors, il a une formation, effectivement. Il commence par copier les marbres antiques, ou en tout cas les plâtres des grands sujets antiques, les plâtres qu'on a dans toutes les écoles d'art en Italie, en France, dans toute l'Europe. Donc au début, ce sont des dessins très académiques, c'est-à-dire très précis, de beaux dessins, très fidèles à une tradition. Et puis ensuite, son dessin va se libérer, et c'est comme s'il s'agissait de retrouver les formes premières, les formes dynamiques, celles qui résument la structure du corps. Et Bourdelle est un dessinateur, et c'est aussi un sculpteur, c'est un modeleur. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas, il travaille la terre, il ne travaille pas la pierre, il taille très peu. Mais il travaille la terre dans un processus où il ôte la terre. C'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter des éléments, il en retire. C'est comme s'il s'agissait vraiment de retrouver dans la loi du matériau la forme première. Donc on retire ce qu'il y a en trop pour trouver la vitalité de la forme, de même qu'on essaye d'épurer les corps pour essayer de trouver la structure du corps. Et au fond, la vraie question pour la sculpture, c'est une question aussi pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui nous fait tenir debout ? Quelle est l'énergie, au fond, qui, pour chacun d'entre nous, nous anime ? Quelle est la structure interne de notre présence physique ? Qu'est-ce que c'est qu'être au monde, au fond ? Parce qu'un corps, c'est toujours très surprenant, un corps dans l'espace. Il y a un mystère de la vie. Et je crois que la sculpture, elle tourne autour de ça. Et en essayant de capter ces formes premières, c'est comme si on essayait de percer le mystère de la présence au monde. Et ça nous renvoie aussi aux dieux grecs, ça nous renvoie à l'équilibre des forces.
C'est-à-dire qu'il ne taillait pas En fait, il y a une grande différence. Il y a deux types de sculpteurs. Il y a ce qu'on appelle la taille directe, c'est-à-dire ceux qui partent directement, qui attaquent le matériau, et la forme surgit en fait de ce qu'on ôte de la pierre. Et puis vous avez les modeleurs, c'est-à-dire ceux en fait qui partent d'une représentation, qu'ils se font des choses et qui, à partir de la terre, montent une forme. Donc c'est pas du tout le même processus, même si Bourdelle travaille la terre non pas en ajoutant des matériaux, mais en ôtant. Donc il parle d'une masse de terre et au fur et à mesure, en éliminant la matière, il fait surgir la forme. Donc ça n'est pas complètement opposé à la taille de la pierre, mais c'est quand même pas du tout la même matérialité. C'est pas la même technique. Alors là, c'est très. Si vous regardez ce qui est très passionnant en fait dans cette œuvre, c'est le distinguo entre la statue elle-même et le socle. Et en fait, le socle et la statue sont vraiment partie prenante l'un de l'autre. Vous ne pouvez pas les séparer. Et vous remarquez la rigueur de ce socle, son caractère géométrique, et puis la masse de Pénélope qui monte et qui se déploie. Et Pénélope est vraiment comme une colonne. Je dirais comme une colonne charnelle. Vous remarquez les plis de la tunique qui sont plaqués vraiment à la fois sur le corps et on voit même sur le sexe de Pénélope et l'avancée de la jambe. C'est vraiment le féminin dans la puissance de cette attente. Et si vous regardez aussi les proportions, c'est extraordinaire parce que toutes les proportions, entre guillemets, sont fausses. Les hanches sont immenses, le torse est tout petit, les bras sont colossaux et le visage est un peu comme un masque. Et c'est justement ce travail des proportions qui, je crois, fait la beauté de l'œuvre et qui, en recréant des proportions qui apparemment sont fausses, c'est ça qui donne toute sa dimension, sa puissance à la stature de l'attente. Au fond, c'est le féminin dans cette attente qui aura duré 20 ans, puisque Pénélope a attendu 20 ans et c'est toute la patience de cette attente qui fait qu'Ulysse peut revenir au port. Donc je pense que c'est le féminin dans sa puissance à la fois maternante et dans sa capacité à donner naissance à quelque chose. Et c'est finalement le pendant de l'Héraclès archer qu'on a vu tout à l'heure et qui lui est le temps du masculin et je dirais le temps de l'érection. Donc on est vraiment aussi dans les archétypes entre le féminin et le masculin. Ce sont les deux pôles qui font l'œuvre et Bourdelle tourne autour de ça aussi. Mais ça, c'est une œuvre très très belle parce que si vous la regardez, vous remarquez qu'en même temps, à la fois elle est monumentale et en même temps elle n'est pas écrasante et elle tourne. Il n'y a pas un endroit de cette sculpture qui ne soit pas animé. Ça, c'est le génie de Bourdelle, d'arriver à partir de la sculpture, parce que la sculpture par définition c'est immobile, mais chez Bourdelle il y a à la fois une tension, un déploiement. On est toujours entre tension, relâchement. Et il y a une sorte de mouvement ascendant dans cette sculpture. Elle est un peu comme ça dessine un peu le signe de l'infini. Et d'ailleurs, si vous tournez autour, vous remarquerez que tout est articulé. Et les éléments de la tunique, l'avancée de la jambe jusqu'au pied, au doigt de pied un peu cambré, tout est à la fois dans un appui, dans une tension et en même temps dans un déploiement. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort et c'est vraiment propre à Bourdelle.
Si Bourdelle n'entreprend jamais le voyage pour la Grèce, il ne cesse d'y rêver par le biais de son musée de poche, riche de photographies et de cartes postales. Les dessins de l'élève Bourdelle, plus ou moins aboutis, ne sont pas autre chose que l'expression de cet apprentissage. On part, encore une fois, Bourdelle disait « Je voudrais reproduire le tourment immuable de la face des dieux ». Et qu'est-ce que c'est que le tourment des dieux? Si on veut résumer le mythe c'est trois choses. C'est la lutte pour le territoire, c'est la lutte pour les fruits du territoire et c'est la conquête des partenaires sexuels. C'est une trinité implacable et ça, c'est la trinité auquel tous les dieux sont soumis et les hommes aussi. Et il n'y a pas de vacances à ça, il n'y a pas de respiration possible en dehors de ça. C'est la loi du monde, c'est la loi de l'incarnation. Je crois que c'est ce que Bourdelle, c'est autour de ça qu'il cherche. Et je pense que l'art moderne est né autour de cette trinité-là. Finalement, le monde antique est très loin de la vision chrétienne, est très loin de la réponse du christianisme. C'est le jeu à la fois admirable et implacable des forces, sans charité. C'est un monde où il n'y a pas de place pour la charité. La charité ne viendra au jour qu'avec l'héritage judéo-chrétien. Bourdelle se veut d'abord héritier des leçons des artisans, ses ancêtres, de son oncle Hercule, tailleur de pierre. Il a appris à écouter le roc en suivant les conseils de la pierre qui nous parle quand on la coupe. À 22 ans, il arrive à Paris où il est élève à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Pendant une bonne dizaine d'années, le jeune Bourdelle découvre, observe et copie l'antique, exercice académique fondamental. Les futurs artistes se forment l'œil et la main en dessinant d'après des moulages réalisés à partir de quelques œuvres célèbres issues des découvertes des archéologues depuis le XVIe siècle. Il y a un côté animal et il y a un côté... c'est un équilibre. C'est un équilibre. Pénélope attend, elle est en même temps la proie des prétendants, elle doit se tenir droite et il y a cette puissance de l'attente et c'est cette attente, je veux dire, active qui va permettre à Ulysse de revenir au port. D'ailleurs, vous remarquerez qu'elle a les yeux fermés, c'est comme si elle était c'est tout un monde intérieur, elle est en train de rêver. C'est toute la puissance de c'est une déesse, mais probablement les femmes sont des déesses. Et c'est amusant si vous regardez le Picasso à côté, parce que c'est une autre déesse aussi. Et je crois que Picasso, il a essayé de démonter les femmes dans tous les sens, et néanmoins, il n'a pas pu en percer le mystère. C'est peut-être la mélancolie aussi du monde masculin face au féminin qui engendre, et c'est le renouvellement de la vie, donc c'est aussi l'acceptation de la mort. Il y a quelque chose, je pense que les ombres portées sont très belles parce qu'elles disent à la fois la densité, la puissance et en même temps la légèreté de cette attente. Parce que c'est en même temps quelque chose qui tourne, il y a quelque chose de suspendu en même temps. Cette œuvre, elle est monumentale, elle n'est pas écrasante. Et alors, il y a des choses, ce que Bourdelle a sous les yeux, il a aussi des modèles antiques, parce que si vous regardez la vitrine de derrière, il y a des tanagras, et on voit très bien qu'il s'est vraiment inspiré de ces formes antiques pour créer cette modernité. Donc il y a un pont entre le plus antique de l'antique et le plus moderne du moderne. Ce qui montre à quel point l'œuvre de Bourdelle est une œuvre
audacieuse. Bourdelle cherche. Il cherche l'équilibre et la simplicité des formes. Mais en cherchant cette simplicité, c'est pas chercher la simplicité pour la simplicité, c'est essayer de capter ce qui serait la vérité de la présence humaine dans le monde. Qu'est-ce que c'est qu'être vivant? Qu'est-ce que c'est qu'avoir un corps, en somme? C'est quand même une question qui est troublante pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que nous faisons là? Nous sommes incarnés de manière passagère, donc qu'est-ce qu'on fait de ce corps? Comment est-ce qu'on tient debout et comment est-ce qu'on arrive à vivre finalement? Je pense que c'est ça la sculpture ou l'expression artistique. En tout cas, la modernité tourne autour de ce jeu avec les formes pour essayer de révéler peut-être ou de mettre au jour la pulsion vitale. C'est aussi ce que cherchait Freud quand... Quelle est la loi du psychisme? Qu'est-ce qui nous traverse? Et comment est-ce que nous vivons avec ces pulsions, ces poussées, ces forces qu'il s'agit à la fois d'apprivoiser, d'écouter et en même temps de dominer aussi, ou en tout cas d'équilibrer. Je pense que c'est ce que cherche Bourdelle et c'est ce que cherchent les artistes de son temps.